Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, fumer une cigarette. Ah, mais ça, on attendait ce moment. Fumer une cigarette. Alors, je le mets en bas ou? Oui, tu te mets en bas. plutôt en bas quand En même. bas, allez, en bas alors. À genoux, devant un homme, c'est rare. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça existe depuis très longtemps, ce truc-là. C'est 25, nous fêtons Mais ça se 25e. passait pas là, ça se passait sur une place, Oui, il y avait oui, un café il y avait avec deux. des gens. Je me rappelle d'un café avec plein de gens. Il y avait 2-3 salles, ça se passait. Là, il y ça avait la devient place de moins Mont. gai quand c'est des trucs, des grands machins comme ça. Ça fait entre... Là-bas, c'était bien, là-bas sur la place. Disons, ça aimait perd bien. de son intimité. Ouais, c'était agréable. Moi, je me rappelle, il y avait le cinéma, il y avait le Plaza, je crois déjà. Oui, il est toujours là, le Plaza. Mais là, on Votre fait film L'ombre d'une chance va... Ah, voilà, Place là-bas au Plaza. Plaza. Là. Donc voilà, ben, c'est monstre. Alors, il faut d'abord dire que j'aime beaucoup la Belgique, et c'est pas parce que vous êtes là, mais je l'aimais bien jusqu'en 1995. Au-delà de quoi, j'ai considéré que la Belgique était devenue américaine et que moi, je n'avais plus rien à y faire. Ce qui fait que les quelques films que j'ai faits depuis 1995 ne sont pratiquement passés que ce soit à la télévision, donc les Belges ont pu la voir sur Antenne 2, Canal+, ou autre. Mais, si vous voulez, nos relations commerciales avec la Belgique ont un petit peu disparu, malgré le soutien du journal Le Soir, qui m'a toujours soutenu, que ce soit Luc Honoré ou ces gens me soutenaient, mais malgré leur soutien, et celui de mon vieil ami Noël Gaudin. Et alors nous attendons M. Gaudin qui doit venir. Il vient pas, Gaudin? Parce qu'il m'a téléphoné hier en me disant qu'il allait venir. Je peux me renseigner, savoir s'il est déjà là. Ah bah c'est pas grave, hein, moi je m'en fous, je le connais par cœur. Lui c'est mon grand ami, mais malgré ce soutien double du Soir et de Noël Gaudin, les commerçants, disons la partie commerçante de la Belgique cinématographique, à savoir l'UGC, Kinopolis, tous ces trucs-là, ne semblent pas trop apprécier mes films, donc voilà. Dans les années 68, Mocky avait réalisé déjà quelques films que j'adorais totalement. J'ai été le lui dire en 1968, à la sortie de l'avant-première de presse de Solo. Et depuis, on s'est revus très très souvent, et petit à petit, une fulgurante amitié est née entre nous. D'abord parce que j'étais son partisan le plus frénétique et que j'écrivais énormément sur lui. Puis nous avons organisé quelques semaines Mocky en Belgique. Il y en a eu pas mal à travers le pays et nous nous retrouvions chaque fois. Et un hasard savoureux veut que la seule fois que Mocky ait fait un reportage pour la télé, c'est un reportage sur le Festival de Cannes, l'année de mon enterrement de Jean-Luc Godard. Ce qui fait qu'il a su remonter jusqu'à moi et que France 2 était très très content qu'il ait la première interview de l'entarteur burlesque. Et les rapports se sont intensifiés au fil des années. Et Mocky, depuis 69, me disait qu'il m'entraînerait dans un de ses films comme acteur. Je n'y croyais plus une seconde parce que 30 ans après, ce n'était toujours pas arrivé. Et puis tout d'un coup, après, il m'a téléphoné pour me dire peux-tu jouer dans... Il me voyait encore, il me tutoie depuis très peu de temps. Voulez-vous jouer dans mon prochain film? Voilà, donc je te donne celui où tu es. Magnifique. J'envoie le texte. Tout est calme et à ma stupéfaction, j'ai reçu 40 pages de texte. C'était le rôle du maire d'un village d'assassins, moi qui n'ai aucune mémoire, et je me suis retrouvé dans cette incroyable aventure. Et
assez démentiel. Là, j'ai pas mal d'anecdotes pimentées. Tu te souviens Dans tout ce film, drôlement, et ce tournage, lui, de tout est calme. Qu'est-ce que c'est pour un zigoto? Un moment clé du film que j'ai vécu comme une sorte de conte de fées diabolique, dont le film décrit la vie quotidienne d'un village d'assassins, c'est-à-dire que pour nourrir le village, ils sont devenus tueurs de gages et tuent quelques célébrités. Et à un moment du film, un couple de vieillards tout à fait craquants revient de Rome où ils viennent d'assassiner Jean-Paul Ier, totalement. Et ils reviennent triomphalement sur des mulets. Et au moment où la scène va se tourner, j'entends le muletier dire à Mocky qu'un des deux animaux s'avère récalcitrant, qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Qui dit ça ne fait rien, Mocky ne veut rien entendre. Et la scène se tourne, les vieux sont sur leur mulet, et le mulet rétif, tout d'un coup, a propulsé en l'air sa vieille actrice de 80 balais, et moi qui en général n'ai aucun réflexe, je l'ai rattrapée dans mes bras comme ça, et à peine avait-ce rattrapé que le mulet lui donnait un coup de derrière, elle s'étalait de tout son long. Vous avez fait déjà bon voyage. Oui, ça a été. C'est pas un véritable voyage. Oui, c'est pas un voyage, oui. Bonne route, on va dire. C'est loin, c'est pas si loin que ça. Bon, vous êtes près de Paris quand même. Oui. Alors, bonjour. C'est ma femme, Monsieur Hugues. Enchanté. Monsieur Hugues. Là, je viens de terminer un téléfilm avec Christiane Ariali et j'ai eu beaucoup de plaisir de tourner avec elle parce que j'aime beaucoup cette actrice. Et puis, je viens de terminer un plus petit rôle avec Victoria Abril et Dominique Lavanant. Donc Dominique Lavanant, je n'avais jamais rencontré, enfin je connaissais ses films et puis essentiellement le film avec Jean-Pierre Mocky qu'elle avait tourné à Jean Trouble. Et j'ai beaucoup de bonheur d'avoir la chance de rencontrer de grandes vedettes comme ça grâce à Jean-Pierre Mocky, mon compagnon. Et voilà, et des projets, j'en ai d'autres bien sûr. Et donc c'est toujours, ça fait partie... De Mister Mocky présente, d'après les nouvelles d'Alfred Hitchcock, oui tout à fait. C'est marrant parce que je vous vois assis à la table, il y a Brigitte Lahaye qui a tourné avec... Oui, tout à fait, oui. On n'a jamais tourné avec Jean-Pierre Mocky. Non, c'est-à-dire que Brigitte, bon, je pense qu'elle ne veut plus parler de son passé de comédienne, bon, c'était un peu osé, c'est pornographique. Et je crois qu'elle a changé de voix maintenant et qu'elle fait de la radio. Maintenant, je ne sais pas si elle désire toujours faire des films en tant que comédienne. Je ne lui ai pas posé la question, donc... Alors, ma chère Alexandra, qu'est-ce que vous faites C'est là? pas Alexandra, c'est Brigitte. Brigitte, Alexandra. Pourquoi j'ai dit Alexandra? Parce qu'on m'a dit Alexandra qui est là. Je pense que d'abord Jean-Pierre Mocky m'a jamais proposé de tourner avec lui, donc c'est déjà... Et puis quand j'ai commencé à connaître Jean-Pierre Mocky, j'avais déjà fait un petit peu le tour et j'avais déjà tourné un peu le dos à ma carrière cinématographique en quelque sorte, donc je ne pense pas que ça se fera. C'est pas une envie, c'est chaud. Je sais pas si vous avez envie. Non, j'ai plus très envie moi de faire du cinéma. Moi je suis trop libre dans ma vie pour être sous le joug d'un metteur en scène, surtout Jean-Pierre Mocky. J'ai quand même eu des échos assez... Ça doit pas être un metteur en scène très agréable. Non mais attendez, j'aime beaucoup son talent et j'aime bien ses films, hein, mais j'aime pas souffrir. Et alors quand on dit que Mocky, le matin, est sur son tournage avant ses techniciens, ses acteurs, en train de dire moteur, moteur, eh bien c'est vrai. Eh bien c'est vrai, Mocky est là, il s'écrit moteur, moteur, et au fur et à mesure que l'équipe arrive bien à l'heure, il engueule tout le monde. Et il est vrai aussi qu'on a intérêt de ne pas aller faire pipi sur un film de Mocky, comme Michel Serrault le racontait, j'ai pu le voir, il arrive que parce qu'on va faire pipi, et quand on revient, eh bien quelqu'un d'autre a pris notre rôle, il a pu s'arranger pour que c'est encore plus ou moins avec n'importe quel autre acteur, parce que Mocky est quasiment toujours en avance sur ses horaires. Et celui est un film qu'on a fait, chouette, mais j'en ai pas d'autres, parce que les autres, ils sont tous... on a tout vendu, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas été... Tu sais, nous, on les tire à 15 000 exemplaires, on les vend très cher, on les vend 27 €, ce qui est très cher pour un... Oui. C'est quoi?
C'est mes films et DVD. Tu sais, toute ma collection est passée chez Pathé, mes 50 films. Résultat, Jérôme Sédou, qui est le directeur de Pathé, a dit, puisque ce sont des films rares, on les tire à 15 000, on va les vendre plus cher, comme des choses rares. Bon, au lieu de les vendre 9 €, parce que quand tu sors, par exemple, les ch'tis, ils peuvent les vendre à 9 €, ils en vendent 3 millions ou 4 millions. Moi, comme j'en ai 15 000, si je les vends à 9 €, ça ne marche pas, et on n'est pas remboursé. Donc on les vend 27 €. Donc ils se vendent lentement, mais sûrement, il n'y en a plus. Donc j'ai retrouvé ces deux-là, mais il n'y a plus, les autres sont tous épuisés. Voilà. Jean-Pierre Mocky est un cas unique au monde, puisque, alors que ces films ne sont plus vus que par quelques spectateurs, qui ne marchent plus du tout, alors que ces films ne sont plus achetés par la télévision, Mocky continue à tourner les doigts dans le nez. Pourquoi ? Parce que le grand secret de Mocky, le premier, on le connaît, c'est qu'il a une salle à Paris, la salle du Brady, où il peut montrer son film qu'une autre salle ne veut, et repasser ces vieux films qui ressortent. C'est quel bonheur d'avoir ça à soi. Mais ce n'est pas ça, évidemment, qui peut lui permettre de refaire des films. Il se fait que Mocky a acquis les droits sur tous ses films, sur son œuvre complète. Il y a les films qu'il avait produits lui-même, il y a les films qu'il a rachetés. Dès lors, ça fait un portefeuille d'une 40aine de films. Alors ils sortent en avril-mai chez Pathé. Pathé m'a acheté mes DVD, et l'originalité de cela, c'est que le DVD existe déjà depuis plusieurs années et j'en ai jamais eu. Parce que, pour des raisons bizarres, on ne me l'a pas demandé. Bon, ou alors ce qu'on m'a demandé, c'était des affaires miteuses. Et j'ai préféré attendre la proposition de Pathé, qui est une grande maison qui positionne bien ces films-là sortis. Et nous sortons les 7 premiers DVD, mais j'ai fait 46 films, donc il y aura par 7 tous les 6 mois, et il y aura des DVD. Et chaque fois qu'un de ces films passe sur une chaîne, de l'argent revient, et il y a les nouveaux bouquets, toutes ces chaînes satellites qui passent un Mocky ici, un Mocky là, et finalement il y a assez d'argent qui revient pour qu'ils puissent continuer à tourner une fois là un film, risquant de n'être vu par absolument personne, ce qui est totalement inouï. Il a probablement aussi quelques affaires en Suisse qui tournent bien, ce qui fait qu'il a le luxe suprême de pouvoir tourner sans spectateur, et j'espère très fort que la vogue Mocky va reprendre. J'ai cru que ça allait arriver avec Le Furet, parce que dans le temps, un Mocky marchait très fort de temps en temps, et commercialement ça lui permettait de se lancer dans plusieurs plans de tournage bien financés. Et je dirais même que je suis heureux d'être comme ça. Parce que si j'étais autrement, je ne serais pas heureux. Si j'étais dans les metteurs en scène qui sont obligés de faire ce qu'on leur dit de faire des films cons parce qu'ils sont financés, etc. Moi, je suis très heureux de cette situation. En fait, c'est une situation de maudit. Et quand je regarde l'histoire du cinéma, la plupart des grands metteurs en scène étaient maudits. Parce que ce soit Fritz Lang, auquel j'ai eu l'occasion de parler souvent, Stroheim, dont j'ai été le secrétaire, c'était des gens maudits. Et qui c'est qui reste aujourd'hui? Ben, c'est bien eux. Alors, moi, je serais content, dans 50 ans, qu'on parle de moi comme on parle de ces gens-là. J'ai été assistant de beaucoup de gens, de Tati, de Fellini, de Visconti, de Guitry. C'était des gens totalement différents. Visconti était un potentat noble qui faisait des productions. J'avais fait Senso avec lui, donc c'était quand même un gros film à Venise, etc. Mais par contre, Fellini dans la Strada était un homme très populaire, un homme venu du cirque. C'était pas toute la même atmosphère. Il faisait les spaghettis pour la troupe à midi, donc c'était pas. Visconti n'aurait jamais fait ça. Tati était un homme merveilleux, vraiment merveilleux. Sa fille est d'ailleurs restée 10 ans ma monteuse. Et on avait des relations formidables avec lui. Et j'ai participé de très loin à la réalisation des Vacances de Monsieur Lowe, mais vraiment très loin, parce que j'étais dans la région
à côté de la Baule, et il tournait le film, et j'ai participé bénévolement à ce film. Et d'ailleurs, le film Touriste au Yes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un hommage à Tati, puisqu'il n'y a pas de... J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, c'est un film muet. C'est-à-dire, en fait, les Belges, pourquoi on a pris des Belges et puis des Français même pour jouer des Hollandais, c'est qu'ils prononcent peut-être une vingtaine de phrases dans le film. Donc c'était possible, si ça avait été des textes mélodramatiques avec des tas de phrases, on n'aurait pas pu engager des gens qui n'étaient pas vraiment hollandais. Alors ça, c'est l'explication. Mais Tati était un homme qui a commencé en vendant sa maison pour faire jour de fête. C'était un véritable artisan. D'ailleurs, très voisin de Fellini, c'était des gens du cirque. Et moi, avec Michel Serrault, nous adorons le cirque. Et ces deux personnes étaient des gens de cirque. Par contre, Guitry, c'est tout à fait par hasard que j'ai tenu le rôle d'assistant mais c'était beaucoup moins dangereux puisque ça se passait dans un théâtre, parce que c'était une pièce filmée. Et en plus, la pièce a duré 7 jours. Donc le film aussi. C'est-à-dire que le film s'est déroulé en 7 jours, donc une semaine. Donc vous voyez un peu. Mais ça m'a tout de même permis de le voir travailler, quoi. Je portais les sandwichs, mais j'ai été un peu comme un auditeur, si vous voulez. Ça s'appelait Toa. Alors c'était vraiment... Mais j'étais tout jeune, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Et ce sont des gens... Et puis j'ai été le secrétaire d'Éric von Stroheim, de Jules Berry, et l'ami d'Orson Welles à sa fin. Parce que quand il est arrivé à Paris, il était complètement rétamé, personne n'en voulait. Et je l'ai connu, moi, quand il faisait un film pour Antenne 2 avec Jeanne Moreau, qui s'appelait Une histoire immortelle. Et on montait notre film, pas ici, mais dans un endroit un peu comme ici. Et il avait la salle à côté de moi. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'était un homme extrêmement bon et formidable. Et on a eu une grande amitié que j'ai eue également avec Buñuel, et qui mangeait avec moi à côté de la coupole, et qui allait voir mes films 2 ou 3 fois parce qu'il était sourd et il voyait les films 3 fois pour les comprendre. Il lisait sur les lèvres, mais enfin, une fois, ça suffisait pas. Alors, j'ai connu tous ces gens-là, et c'est ce qui m'a permis d'apprécier plutôt ce cinéma-là que certains films d'aujourd'hui. Mais c'est surtout par les influences que j'ai eues. Et puis, peut-être aussi que le destin horrible d'Éric von Stroheim, qui était un réalisateur génial, qui n'a pas pu travailler pendant 25 ans comme réalisateur. C'était quand même un calvaire. Alors moi, je l'ai connu en 49, et il est mort en 56. Donc, vous voyez, Jules Berry, je l'ai connu sur le même film, d'ailleurs. Mais je l'avais déjà connu à Un Visiteur du Soir, où, enfant, je faisais un petit page d'un Visiteur du Soir, et lui faisait le diable. Et je l'avais vu là, et puis je l'ai revu dans un autre film qui jouait avec Stroheim et Marletti, et puis là, je suis devenu son secrétaire, et Stroheim m'a pris parce que j'étais secrétaire de Jules. Alors, vous voyez, j'ai connu tous ces gens-là. Ben, moi, au départ, j'étais dans la classe de Louis Jouvet avec Belmondo et Annie Girardot, donc, si vous voulez, je me destinais aux comédies. C'est beaucoup plus agréable d'être comédien que réalisateur, parce que ça demande moins d'efforts, on attend de jouer... Jouer, c'est amusant, mais je veux dire, on n'a pas les responsabilités du montage, de la préparation, du tournage, etc. Alors, mais comme je n'avais pas de rôle intéressant, j'avais tourné beaucoup de films comme acteur, une 60aine, et j'avais jamais eu un rôle qui me plaisait vraiment. Donc, un jour, j'ai dit, ben, je vais faire un film. Et c'est comme ça que j'ai débuté comme réalisateur. C'est parce que j'en avais marre de ne pas avoir de bons rôles. Donc j'ai dit, ben, je vais donner des bons rôles aux autres et je vais devenir metteur en scène. Et après, de temps en temps, dans Solo, l'Albatros, des trucs comme ça, j'ai repris l'acteur parce que à ce moment-là, les gens ne voulaient pas s'engager dans ce genre de film. Et d'ailleurs, Solo a été produit par la Belgique, coproduit par les Belges. Parce que quand moi j'ai débuté, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas continué comme acteur, c'est que finalement, lorsque je me suis retrouvé en 52, à l'âge de 19 ans, je me suis retrouvé à 19 ans, j'avais 19 ans en 52, donc j'ai fait le film d'Antonioni en vedette, mais parce que c'était un film italien, puis qui cherchait des inconnus, donc le problème de la concurrence des grands acteurs n'existait pas. Mais quand je me suis retrouvé au sortir de ce film, eh bien figurez-vous que j'avais en face de moi, dans des endroits, parce qu'à l'époque, les acteurs jouaient toujours plus jeunes qu'ils n'étaient.
Donc il rejoignait mon âge, malgré que je n'avais 19 ans, mais le type qui avait 29 ans, il jouait des gens de 19 ans. Alors bon, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est un avantage, on prend un garçon de 19 ans pour jouer un garçon de 19 ans, un garçon de 29 ans pour jouer un garçon de 29 ans. Alors, quand vous ouvriez le journal, vous aviez Gérard Philippe, Serge Reggiani, Daniel Gélin, Georges Marchal, Jean Marais, Alain Cuny, sans compter tous les autres, Philippe Lemaire, machin. Alors, Jean-Claude Pascal. Alors, finalement, dans le genre jeune premier que je représentais, il n'y avait pas encore Delon, qui est venu plus tard, mais il y avait déjà une concurrence terrible. Alors, pour hériter d'un bon rôle, alors qu'il y avait tous ces types qui étaient là et qui prenaient évidemment les bons rôles, et les femmes, c'était pareil. Il y avait Darieux, il y avait Viviane Romance, il y avait Edwige Feuillère, il y avait toute la bande, il y avait René Saint-Cyr, enfin, il y avait tous ceux que vous connaissez. Donc, comment les femmes ne pouvaient pas prendre quelque chose non plus, puisqu'il y avait tous les emplois. C'est comme dans un magasin où il y avait tout. On pouvait prendre ce qu'on voulait. On voulait un type avec un beau blanc, c'était Marais, un type populaire, c'était Gélin, après encore ouvrier, c'était Reggiani, après bon, etc. Alors moi, à ma place là-dedans, j'y en avais pas. Parce que les types il y avait Jean de Sailly aussi qui faisait, et Perrier. Enfin, j'ai oublié cela dans la légèreté, si vous voulez. Donc, finalement, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi de faire autre chose que soit des mauvais films, soit des petits rôles dans des films où eux avaient la vedette. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on est découragé au bout d'un moment. Tu as la possibilité de faire un procès. Ah. Alors, je t'explique. Un jour, il y a un producteur qui est le producteur, un grand producteur, il me téléphone, il m'envoie le scénario. Alors, je lis ce scénario, il me demandait de le faire. Et qu'est-ce que c'est que ce scénario? C'est l'histoire de l'entartreur. C'est pas vrai. Alors, je vais t'envoyer le scénario. Et je dis, mais moi, je peux pas faire ça. C'est mon ami Godin, je peux pas faire un scénario. Il a fait un scénario sur toi sans te demander les droits. Ah ben, il est en train de le vendre. Il est en train de le vendre. Ah bon? À Gaumont. Je sais pas, alors il y a Franck Dubosc, des gens comme ça qui s'intéressent à... Oh, l'abominable Franck Dubosc. Ouais, mais... Alors là, je peux permettre beaucoup de choses, mais pas que Franck Dubosc. Alors, il faudra que tu te mettes en rapport avec lui, en lui envoyant une lettre courtoise, en disant « Monsieur Mocky m'a transmis un scénario. Mais tout... Je te le donnerai, le scénario. J'ai pas eu le temps de le retrouver. Je veux bien, parce que tout dépend de ce qu'il y a dedans. N'importe qui, on peut évidemment évoquer le personnage de l'entartreur. Si on ne le nomme pas, tout dépend de quelle manière. Il y a eu plusieurs tentatives. Au moment où on envoyé des scénarios, j'ai dit chaque fois non parce que c'était très mauvais. Ça nous impliquait. Là, il faut voir ce que c'est, quoi. Parce qu'ils ont peut-être totalement le droit de faire ce qu'ils veulent à partir de... D'un groupuscule révolutionnaire qui entartre les gens. Donc c'est toi. Après, il y a une intrigue. On ne me rappelle plus bien parce que je l'ai lu. Mais alors, tu te rappelles du nom de ce garçon? Il y avait un scénario signé Malandrin, Stéphane Malandrin, ce n'est pas ça. Très apparenté que nous avons récusé. Ah bon? Déjà, ah bon? Godin a été la personne qui m'a fait connaître dans un certain milieu en Belgique, parce que moi je travaillais surtout au moment des Bourville, des choses comme ça. Je travaillais avec des grandes sociétés de distribution belges, donc je ne connaissais pas Godin. Et quand je suis rentré dans ma période d'art et essai, en quelque sorte, et de films différents, c'est Noël qui m'a fait connaître grâce à ses articles dans les différents journaux où il écrit. Et il m'a promotionné avec son groupe de subversifs anarchistes et surtout aussi de son statut d'entartreur. Donc à partir du moment où il a commencé à entartrer les gens, il a également poussé mes films en Belgique. Donc c'est mon gourou en Belgique en quelque sorte. Et Bucquois, pour rigoler, on l'a surnommé le Mocky belge et moi le Bucquois français en face. Mais on m'a également dit que j'étais le Dino Risi français, que Dino Risi était le Mocky italien, etc., etc. Et Roger Corman en Amérique, on a dit que c'était le Mocky américain et que moi j'étais le Corman français. Donc ça a beaucoup évolué ces comparaisons, mais c'est vrai qu'on est des artistes un peu à part, quoi. On n'est pas dans le vrai système, tout en faisant partie quand même, parce que on a fait des films très publics. Moi, j'ai fait des films qui ont fait 5 ou 6 millions d'entrées, donc c'est pas les ch'tis, mais c'est quand même des gros succès. Donc
Moi, je suis à cheval sur le commerce et l'arrêt essai, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs qui sont souvent que des réalisateurs d'arrêt essai ou que des commerciaux. Voilà. Et alors, sur le plan des rapports avec la critique, Mocky est probablement le seul cinéaste français prolifique à avoir eu des rapports totalement invraisemblables avec la critique. De temps en temps, la critique hyper intellectuelle, les cahiers du cinéma, se mettent à célébrer son œuvre, puis l'abandonnent pour quelques films, mais puis reviennent à lui, le réabandonnent. Il connaît un purgatoire critique où il n'y a plus que ces vrais fans qui continuent à le défendre, et puis hop, ça repart. Les cahiers du cinéma ont aimé Les araignées de la nuit et le furet, et voilà, de nouveau, pour le moment, une certaine intelligentsia parisienne qui prend fait écho pour lui. Le furet, en fait, a eu un bon départ, parce qu'il y a eu une bonne critique dans la presse, dans les journaux principaux, l'Express, le Cahier du cinéma, Libération et d'autres, Le Monde. Mais, curieusement, le film a été mal distribué à cause il n'a pas eu les bonnes salles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit, qui est un peu le conflit qu'il y a eu avec les artistes associés en 1926, lorsque Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks Jr. avaient, si vous voulez, décidé de faire eux-mêmes leur production. Or, aujourd'hui, que ce soit en France et même en Amérique, les gens n'aiment pas que les artistes deviennent producteurs. Ils disent, le producteur, c'est nous qui encaissons un bénéfice, nous on vous paye très cher, mais on ne veut pas que vous ayez d'intérêt dans les films. Sinon, ils sont perdus. C'est-à-dire, si tous les acteurs se mettaient à produire, d'abord, ils ne pourraient plus avoir accès à ces acteurs, et deuxièmement, c'est eux qui toucheraient les bénéfices, qui en auraient la pérennité par le droit au négatif. Donc, ils n'aiment pas. Donc là, il y a eu un peu, comme c'était Villeray qui produisait le film, avec Serrault, et qu'ils n'étaient pas payés, ils ont fait une espèce de vengeance en disant maintenant vous avez fait le film, démerdez-vous pour le sortir. Et il n'est pas sorti dans les meilleures salles, ce qui aurait été le cas et alors j'ai fait un article dans un journal pour relater ça, et je l'explique dans un journal, parce que les gens ne se sont pas rendus compte d'où ça venait, parce que quand on a un Villeray-Serron, on le sort au Marignan, etc. Nous, on n'est pas sorti aux Champs-Élysées, par exemple, ce qui est absolument inconcevable. On ne l'a pas fait par une espèce de vengeance bizarre, mais vengeance difficile à prouver, quoi, en plus. Le pouvoir empêche justement les réalisateurs en France, je ne sais pas en Belgique, parce que je ne suis pas belge, mais en France, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai toujours choisi des sujets difficiles pour le gouvernement, quel qu'il soit. J'ai traversé beaucoup de gouvernements, du général de Gaulle, Mitterrand, Giscard d'Estaing, et puis le dernier, Sarkozy. Et il y a toujours eu cette ignorance dont il parle, c'est-à-dire dès qu'un réalisateur présente à la télévision ou à des producteurs un sujet et qui est subversif dans ce sens-là, élargissement de la liberté, et aussi voire essayer d'aider les minorités, que ce soit les enfants, les vieillards, les cantines qui empoisonnent les vieillards, parce que vous savez que dans les maisons de retraite et dans les collèges, dans les cantines, il y a des trafics innommables dont je voulais faire un film. Il y a la nourriture, la façon dont on mange. On a aussi voulu faire un film là-dessus avec des artistes importants comme Patrick Rambaud. Enfin, on a voulu, si vous voulez, parler de ce qu'était la nourriture que nous mangeons. Mais on a été interdit par la télévision, puisque la télévision fait de la publicité sur la nourriture, donc on ne pouvait pas attaquer ça. La publicité, vous savez, c'est quelque chose où les gens en profitent. Oui. Moi, un jour, j'ai fait une pub pour une marque de bagnole, de location de bagnole. Le budget que j'ai présenté, c'est pas moi qui produis le film, j'avais 60 techniciens pour un court-métrage de 2 jours, alors que quand je fais un film, j'en ai 30, même pas. Alors donc, il y a eu un abus terrible sur les films publicitaires. Les gens se sont remplis des poches. Moi, je sens qu'il y a des goinfres là-dedans. Prenons par exemple un exemple récent. Nous avons un film qui s'appelle
Le bébé chieur, je ne sais pas comment on l'appelle, homme d'esprit, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mauvais esprit, je crois que ça s'appelle en français. C'est l'histoire d'un bébé, enfin bon. Et ce film a fait 3 fois plus que nous, alors que visiblement il n'y a ni Villeray ni Serrault. Donc aujourd'hui, c'est vrai que La Bête de Miséricorde, qui était interprétée principalement par Bernard Ménez, Jackie Berroyer et moi-même, eh bien, il a eu une moindre diffusion. Mais aussi pas tellement, parce qu'il aurait pu en avoir une plus grande. Mais, si vous voulez, nous sommes rançonnés par la pub. Donc, si vous voulez, un film est fini, bon, comme celui-là, qui va finir là, Touriste. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le présente à nos admirateurs, si vous voulez, et puis toujours à la télévision, bien sûr, à Canal+, à Antenne 2 ou à TF1. Nous allons donc avoir notre maximum de spectateurs sur la télé et sur le DVD. Par conséquent, on se pose cette question, on se dit qu'est-ce qu'on va faire en salle? Alors, il va falloir dépenser une somme colossale pour mettre des affiches, faire ce qu'on appelle une promotion payante. Alors, on peut donner comme certains chiffres, comme 8 femmes, par exemple, qui a été un gros succès. Il a dépensé plus pour faire sa promo que pour le film. Jurassic Park, qui est un film américain, a fait la même chose. Le film a dû coûter 60 millions de dollars, ce qui n'était pas rien du tout. Et puis, il y a eu 60 millions de dollars de publicité. Bon, alors, nous, on se retrouve devant des films qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Et on se dit, mais est-ce qu'on peut, raisonnablement, prendre le risque de dépenser autant que le film a coûté pour le faire connaître? Puisque de toute façon, il passera en vidéo, en télévision, donc les gens, ce que j'appelle la masse des gens qui n'ont pas de moyens ou qui ont besoin de cette publicité pour aller voir le film, et pas toujours, parce que ça ne marche pas toujours, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 3 millions de francs anciens, c'est-à-dire... disons aujourd'hui 450 000 euros, quelque chose comme ça, 4 millions, plus, 450 000 euros pour faire parler d'un film qui n'est pas sûr de les rapporter. Alors, donc, La Bête de Miséricorde, on n'a pas pris le risque, et alors, on en a moins parlé. Mais finalement, c'est pas parce que le film, disons, est moins important, c'est simplement parce que la décision a été prise de ne pas en parler. Alors, évidemment, il y a eu moins de spectateurs. Disons qu'ici, on va atteindre près de 200 000 entrées, en France, 200 à 300 000, tandis que l'autre va en avoir atteint à peine 80 ou 100. Donc, c'est un choix. Actuellement, je tourne beaucoup. J'ai fait beaucoup d'Hitchcock. J'en ai fait 30 en l'espace de quelques mois. Donc, 30 petits films d'une demi-heure. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, on commence à vivre avec Danny Boone. Donc, c'est encore un gros boulot aussi. C'est un grand film. Alors, les festivals, il y en a trop. C'est ce que j'ai une émission d'ailleurs mardi que je vous conseille d'écouter. C'est justement un très haut festival. On discute sur la multiplicité. Il y a des festivals qui sont très bien, mais il y en a qui ne sont pas bien du tout. Les festivals sont financés par l'État, quel qu'il soit, que ce soit l'État français, l'État belge ou un autre État. Et qu'à l'intérieur même de ce festival, on est auto-censuré. Et déjà, les sélectionneurs... À Cannes, on sait très bien les problèmes qu'il y a eu à Cannes, mais Cannes, c'est vraiment le premier, soi-disant, festival. Mais même dans des petits festivals, il y a aussi quelque chose. On dit dans un festival, tiens, on peut faire venir Monsieur Dugland ou Madame Dugland si on met son film à elle. Alors, si on préfère mettre un autre film où elle n'est pas, alors on risque de se retrouver avec un festival sans vedette. Donc, il y a aussi là un problème. Scorsese, c'est un type qui est très intéressant, moi je le connais bien, mais si vous voulez, on arrive à cette espèce de paradoxe qui est le suivant. Il est directeur du Festival de Cannes, il est président d'un festival de Cannes. Il déteste Angelopoulos, mais il le déteste pas physiquement, mais il le déteste le genre de film que fait Angelopoulos. C'est le contraire. Eh bien, il est président, il a 2 voix, et il arrive sur la scène du Festival de Cannes en disant à l'unanimité, on a donné le prix à ça. Ça, c'est pas normal, ça. Parce que c'est pas logique. Il peut pas aimer ce film-là. Et pourtant, il vote pour lui. Alors donc, c'est faussé, ça. Tout ça est faussé. Et moi, je lui ai dit à Scorsese, parce que je le connaissais, il m'avait demandé de jouer l'apôtre Saint-Jean dans son truc sur le Christ. J'étais pas libre, donc j'ai pas fait. C'est un type que j'aime beaucoup, mais c'est un type qui avait, comme Coppola, il aimait bien la mafia, il aimait bien...
c'est un gars, un Italo, donc il était voisin un peu de toute cette histoire de mafia. Et la plupart de ses films, des affranchis en passant par les gangs de New York ou tout ça, c'est un type qui est bien à l'aise dans ces histoires de truands. Et voilà. Bon, alors, il a fait d'autres films. Il a fait quand même des films intéressants qui ne parlaient pas de la mafia. Mais enfin, à la fin, la mafia, quand on voit le Gomorrah, on trouve que finalement, c'est beaucoup mieux que tous ces films sur la mafia. Bon, parce que c'était vraiment des gens qui ont parlé de la mafia. Vraiment. Alors, Gomorrah, c'est pour moi un exemple. Je ne connais pas le réalisateur, mais il a risqué sa vie, l'auteur et tout ça, pour raconter l'histoire de la mafia. Et là, on a des espèces de stéréotypes de la mafia dans tous ces films qui sont intéressants. C'est marrant, nous, on a toujours aimé les films de gangsters, depuis James Cagney, Edgar G. Robinson, Humphrey Bogart. On a aimé les films parce que c'était de la fiction, c'était un monde fascinant, que ce soit Scarface ou des choses comme ça. Mais rien que Brian De Palma, qui a refait Scarface, ça n'a pas de rapport avec le premier Scarface. C'est pas le même film. Et puis cette manie de refaire des films plutôt que de parler de ce qui se passe aujourd'hui dans ce milieu-là. On reprend, on ressuce des vieilles histoires sur Al Capone, etc. C'est malheureusement dépassé puisqu'il n'y a plus la prohibition, c'est plus le même. On n'est plus dans l'histoire, si vous voulez, a changé. Donc faire des films sur la prohibition aujourd'hui. En ce moment, je passe Le Témoin, qui est un film que j'ai fait avec Sordi et Noiret sur la peine de mort, enfin sur la pédophilie. C'était le premier film sur la pédophilie. Il s'agit de l'assassinat d'une petite de 12 ans qui est la maîtresse de Noiret. Alors vous voyez que c'était en 78, on n'était pas encore chez Decroux et chez Machin, on n'était pas encore là, on n'était pas. Mais tous les scandales qu'il y a actuellement, mais on avait déjà pensé à ça, enfin dans un film. Et ce film-là, Béo Brady, il marche très bien. Il y en est même surpris qu'il marche aussi bien. Mais il y a d'autres films qui ne marchent pas du tout. Alors que vous, Les Ballets écarlates, évidemment, ça c'est... Mais Les Ballets écarlates est un film que j'ai réalisé parce que j'aime beaucoup les enfants. Moi, mes deux amours, c'est les enfants et les animaux. Et les enfants, si vous voulez, on devait faire un film. Et moi, je parlais des espèces de groupes de gens qui attirent un enfant, mais qui le font en groupe, qui abusent de ces enfants en groupe. C'est pas des malades, parce que le malade, je ne dis pas qu'il a une excuse, mais c'est un malade, il viole un enfant, mais c'est un cas particulier. Mais lorsque vous avez des juges, des architectes, des docteurs qui organisent des partous avec des enfants, c'est pas du tout pareil. Ce sont des gens normaux qui abusent d'enfants. Alors, à plus le truc sexuel de Birmanie, de Thaïlande et tout ça, on arrive, si vous voulez, Alors moi, j'ai fait un film là-dessus et ce film a été totalement obturé. Mais obturé, pas par les pédophiles. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils ont été obturés par des gens qui n'étaient pas pédophiles. C'est-à-dire, en fait, on a empêché ce film de sortir. Et il y a eu un dossier sur les pédophiles à FR3. Mireille Dumas a demandé à ce que mon film passe et il n'est pas passé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part une espèce de... les gens protègent en fait ces groupes de gens qui, ayant gagné de l'argent, en ayant marre de leurs femmes, finissent par avoir des délires, à savoir... et le sida a augmenté ça parce que les gens qui avaient peur du sida se sont reportés sur les enfants. Donc il y a eu aussi ce phénomène-là. Donc personne n'en parle. Et moi j'ai été un des rares à faire un film là-dessus, comme j'ai été un des rares à faire un film sur mai 68 quand j'ai fait Solo. Donc mai 68 c'était une révolution et puis il y a eu personne finalement pour faire des films là-dessus, quoi. Si Mocky peut être considéré comme un cinéaste situationniste d'une certaine façon, c'est que plusieurs de ses films ont interféré sur la réalité. Il se fait qu'après Un drôle de paroissien, si vous vous rappelez avec Bourvil, qui est un véritable éloge du pillage de troncs dans les églises, il y a eu une véritable vague de pillage de troncs en France. Après la sortie de La Grande Lessive, qui propose de saboter les antennes de télévision pour décrétiniser la France, il y a eu vraiment des opérations de sabotage d'antennes de télé en série. Mocky m'a montré les extraits de presse. Et
avec son film Solo, qui est une sorte de véritable apologie d'un certain terrorisme justicier ciblé. C'est quelques années après que Action Directe est né, et les personnages de Solo semblent en quelque chose des pandards d'Action Directe, jeteurs de bombes, réellement sincères et généreux, un peu rigoristes, un peu dogmatiques, n'ayant pas de vrai rapport entre eux, mais Mocky leur voue toute sa sympathie. Donc il y a quelque chose de prophétique dans son cinéma. Et ce film qui fut un grand succès dans le monde entier, eh bien, en réalité, les Belges, il aurait pu figurer au Festival de Cannes, mais les Belges ont eu peur, comme c'est un film sur les terroristes, ils ont eu peur de voir la Belgique présenter au festival un film sur les terroristes. Donc le gouvernement a refusé. Il pouvait le faire parce qu'il avait une voix. Il pouvait aller là-bas à Cannes. Il n'avait pas de film. Tandis qu'en France, il y avait trop de concurrence. Et là, on aurait pu y aller. On n'y a pas été, mais on a quand même fait un énorme succès. Et c'était des Belges donc, qui nous ont aidés à tourner. Monsieur de Keucler, qui était un petit studio qui nous a permis de tourner là-bas. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait des liens très proches avec la Belgique pendant des années. Tous les films que j'ai faits, Les Compagnons Marguerite par exemple, est un des plus grands succès que j'ai eu en Belgique. Il y a eu beaucoup de films qui ont marché en Belgique. Et puis brusquement, il y a eu cet envahissement du cinéma américain. Et puis le fait que les exploitants belges ne prenaient que, disons, sur 120 films qu'on faisait nous en France, ils en prenaient vraiment qu'une vingtaine. Ton vrai nom, c'est quoi? Mokievski. Mokievski. Tu écris avec un K, Mokievski. Mokievski. M-O-K-I-E-J-E-W-S-K. Mokievski. Parfait, tu as en plus le ski à la fin qui est la particule, tu sais. C'est le 2. 2, oui. Mais mes parents étaient de Lublin, et puis moi j'ai vécu à Varsovie un moment quand j'étais tout petit. Et voilà. Et alors j'ai dit. Tu as vécu à Varsovie tout petit, hein? Tout petit. C'était dans les années 37. J'avais 4 ans. Je suis resté. Ma mère était amoureuse des Polonaises, donc elle aimait la Varsovie. Mon père était un voyou et lui, il aimait l'Autriche. Il était tout le temps en Autriche. Mais en fait, après je suis rentré à Nice et à Nice, j'ai vécu à Nice. Mademoiselle vient de Nice. Et Patricia. C'est celle-ci. Ah, celle-là que vous voulez faire deviner. Je ne sais pas d'où elle vient, celle-là. Patricia. Je ne sais pas d'où elle vient. Ah non, je ne sais pas. Robin des Mers, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Divine Enfant est un film qui raconte l'histoire d'un type qui recueille une petite fille. Mais qui ne l'adopte pas selon les principes de l'adoption qui sont absolument idiots, je veux dire idiots et surannés. Alors, donc ça, c'est des films d'amour de la petite fille, une petite fille qui voudrait avoir pour petite fille. Donc c'est un amour filial, presque paternel, bon, et filial. Et de l'autre côté, j'ai fait des films d'amour sur le couple, mais ça a été fait depuis, parce que, par exemple, le film Les Sentiments qui vient de se tourner, qui a eu un gros succès, eh bien, c'est un peu mon film. Mais moi, je l'ai fait en 61 avec Raymond Queneau comme dialoguiste, donc déjà un homme aussi un peu anarchiste et qui a montré que le couple marié était sujet, si vous voulez, à des problèmes. Et c'était la première fois où nous voulions parler de la franchise dans le couple. Et ça a été en 60, ça a été un scandale terrible à l'époque. Et j'ai donc parlé de ça. Puis on a parlé aussi, dans l'ombre d'une chance, des rapports entre la femme d'un fils qui vivrait avec son père et la femme du père. C'est-à-dire le quatuor, un père et un fils qui ont 2 femmes jeunes. Que se passe-t-il? Donc ça aussi, c'était un film sur l'amour. Donc j'ai quand même fait quelques films sur l'amour. C'est un film que je veux faire depuis 20 ans sur le tourisme, parce que je trouve que les touristes, c'est des personnages absolument extraordinaires pour le cinéma, puisqu'ils voyagent, et en voyageant, ils espèrent avoir des sensations, arriver à rencontrer peut-être quelqu'un, une âme sœur, ou alors au contraire avoir un choc en voyant des monuments ou des spectacles, je ne sais pas quoi.
et en mangeant très bien. Or, le destin veut que, comme tous ces tours, que ce qu'on appelle les tours, sont assez dérisoires et ils sont pas très chers, et ben les gens mangent mal, ne voient rien, et généralement reviennent chez eux sans qu'il y ait eu la moindre aventure, ni sentimentale, ni sexuelle, ni rien. Bon, alors, c'est sur cette base-là, d'ailleurs, en exergue du film, il y a marqué « Je voyage pour avoir des souvenirs ». Et je n'en ai pas. Par conséquent, là, par contre, dans le film qu'on a fait, comme c'est une comédie et non pas un film nostalgique, on a essayé de rendre sur une famille de 7 Hollandais qui partent à Paris pour soutenir leur bourgmestre qui est chanteur. Et il vient chanter dans une espèce d'Eurovision minable, enfin petite Eurovision. Il espère gagner le prix en chantant et il emmène dans un car une trentaine de touristes qui vont profiter du week-end, puisque c'est pour un week-end. Ils vont avoir un quartier libre dans la journée et le soir, ils vont assister à ce fameux concert. Alors, le film raconte l'aventure d'une famille, grand-père, grand-mère, père, mère, fils, fille, femme du fils, etc., qui vont partir à 7. Et contrairement à la grande tirade du Cid, ils partirent. Et là, ils vont revenir à 3. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui vont choisir la liberté, qui ne reviendront jamais dans cette famille. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, à la fois le contraire de ce que je viens de dire tout à l'heure en exergue, qu'il n'y a pas de souvenir. Si, là, il y a eu un choc pour 4 personnes qui ont décidé de ne pas reprendre leur vie quotidienne en Hollande. Voilà. Mais je voudrais raconter une anecdote. Un jour, il y avait beaucoup de metteurs en scène qui se syndiquaient, qui faisaient des conférences, comme on en fait en ce moment. Ils se syndiquaient parce qu'ils voyaient qu'il fallait se syndiquer par rapport aux distributeurs, aux producteurs, au gouvernement. Alors un jour, Orson Welles et Buñuel, que je connaissais bien sur la fin de leur vie, Jacques Tati et Melville, on s'est réunis à la Coupole et on a dit, tiens, on va former un syndicat. Au bout du repas, Welles a dit, ah ben moi je ne veux pas être secrétaire. Buñuel a dit, je ne peux pas être trésorier. Et Tati a dit, je ne serai pas comptable ou je ne sais pas quoi. Et finalement, on s'est quitté à la fin du repas et il n'y a pas eu de syndicat. Et je crois que les artistes sont tous différents et que par conséquent, chacun a son point de vue et que c'est très difficile, même au point de vue de la censure, de se mettre d'accord. Donc on est chacun dans notre rêve, dans notre domaine. Et on est un peu cinglé. Je crois que c'est difficile qu'on se comprenne. D'ailleurs, à ce point-là, et quand on voit en France comment ça se passe, tous les metteurs en scène, moi je n'ai jamais déjeuné avec à part ce dîner avec ces vieux crabes, que je dis aujourd'hui crabes, c'est pas négatif, mais c'était des gens qui étaient dans des situations difficiles. Tati, Melville, on lui a brûlé son studio. Welles était en train de faire un film pour la télévision, ce grand bonhomme, et il faisait un film pour Antenne 2, enfin... C'était horrible. Buñuel mangeait dans un petit restaurant boulevard Montparnasse. Il était tout seul, il était sourd. C'était vraiment des grands artistes et ils étaient seuls. Il n'y a pas de metteurs en scène. Ils sont malheureusement tous, beaucoup de bons metteurs en scène sont décédés. J'en connais d'autres qui sont malades ou qui ne veulent plus travailler pour des raisons X ou Y. Donc sur le terrain, on n'est plus tellement. On est une bonne quinzaine à tout casser. Alors il y a 150 films. Alors il y a pas évidemment tous les jeunes qui débutent, les femmes qui ont pris une part du marché maintenant, grâce au ciel, parce que quand moi j'ai débuté, les femmes, il n'y avait pas de femmes dans le cinéma, il y avait Jacqueline Audrey, point. C'est tout. Elle faisait des films Gigi, des machins de femmes, etc. Mais elle n'était pas... Il y en avait une. Et aujourd'hui, vous en avez pratiquement, presque pas, je ne dis pas tout à fait autant que d'hommes, mais presque. La parité au cinéma est arrivée presque à terme. Alors, ce qui fait que nous, avec le métier qu'on a, et puis, si vous voulez, le rendement, c'est un peu comme les restaurants, le rapport qualité-prix, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un type préfère faire un film avec moi que de faire un film avec un type qui est démesurément cher parce qu'il se prend pour je sais pas quoi. Alors, il décuple les budgets, donc un type raisonnable fait un film avec moi. Et les acteurs, c'est pareil. En plus, si vous voulez, les acteurs aiment bien chez moi changer de peau. Faire un assassin au lieu de faire un brave type, faire un homosexuel comme Darry Cole dans les Saisons du plaisir au lieu de faire un pitre de marchand de tapis ou je sais pas quoi. Et ses amis
ce sont avant tout ses collaborateurs, son équipe et les comédiens qui raffolent de lui, comme Michel Serrault, qui heureusement retourne avec lui. Quand Bourvil est mort, j'avais fait 4 films avec Bourvil, ben il n'a pas eu de successeur. C'est-à-dire, en fait, il y avait Coluche avec qui j'étais très bien, mais il tournait pas beaucoup. Alors, j'ai fait vraiment appel à Serrault, qui a remplacé en quelque sorte Bourvil dans les films que je prévoyais pour Bourvil. Les premiers que a tourné Serrault avec moi, c'était pour Bourvil. Puis finalement, peu à peu, ben, il y a eu des rôles pour Serrault lui-même, comme Le Miraculé, des films comme ça qui sont devenus... alors on est devenus très amis, on en est avec Le Furet au 10e film, et puis il y a tous mes autres compagnons. Bon, il y a eu Jean Poiret jusqu'à sa mort, Jacqueline Maillan et beaucoup d'autres, Catherine Deneuve. Mais si vous voulez, tous ces gens-là n'ont pas forcément renouvelé. Mais si Catherine Deneuve n'a pas retourné avec moi, en fait, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas retourner avec moi, puisque le film que j'ai fait avec elle était le 7e film de sa carrière au point de vue recette. Donc c'était pas mal, elle en a fait une cinquantaine. Agent Trouble. Voilà, Agent Trouble. Donc Agent Trouble a été sa 7e recette, ce qui était pas mal pour un film un peu particulier quand même. Et voilà, alors, mais elle n'a pas retourné parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui trouver un rôle qui pouvait la changer, qui pouvait lui faire autre chose que ce qu'elle jouait. Donc finalement, j'ai pas fait appel à elle. Mais aujourd'hui, on va peut-être refaire des affaires. C'est-à-dire que tous ces acteurs à qui j'ai travaillé, eh ben, je retravaille. Vous savez, c'est un peu comme un groupe de gitans, un groupe de, je sais pas quoi, un groupe folklorique, la fanfare du petit village. Il se crée une amitié à travers ces gens parce que, en même temps, si vous voulez, moi je les emploie, mais il n'y a que quelques personnes qui les emploient en même temps que moi. Ils sont très peu à les employer. Donc on forme, par la force des choses, ils sont obligés de revenir vers moi, puisque les autres ont même Zardy, je vous dis l'homme aux 500 films, mais il n'a plus 500 films maintenant. Il les a fait avec des équipes qui n'existent plus. Audiard, machin, Gabin, tout ça. Alors il était scellé un peu. Et donc il a moi et puis 2 ou 3 autres réalisateurs. Mais il y a eu aussi, avant-guerre, des acteurs comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les acteurs non plus aujourd'hui ceux dont on parle sont des gens quand même d'un certain âge, parce que les nouveaux ne sont pas comme ça. Les nouveaux sont plus, comment dire, plus proches des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire Léon Deutsch ou des types comme ça. C'est une génération qui s'identifie totalement avec le spectateur, que ce soit des jeunes filles, des chanteuses ou des... Alors, le contact qu'ils ont, et puis il y a aussi tous les acteurs d'origine maghrébine ou maghrébine, parce qu'il y a beaucoup d'émigrés en France. Donc, il y a eu maintenant une nouvelle, si vous voulez, année avec des jeunes qui représentent le public. Or, Zardy et tous ces gens-là n'ont jamais représenté le public. Il n'y a pas de tête comme ça dans le public. Ce n'est pas des gens de tous les jours. Ce sont des gens exceptionnels. Donc le cinéma avant était fait par des gens exceptionnels. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire il est fait avec des gens il faut qu'ils aient l'air de Star Academy. Donc c'est vrai que ça fait peut-être une authenticité par rapport à l'époque actuelle, mais je veux dire, en même temps, on se prive de numéros d'acteurs, de têtes d'acteurs. Il n'y en a plus, même dans les films américains, il n'y en a plus. Il y en a très peu. Donc je crois qu'on doit continuer à rester seul. La censure nous attaquera toujours. Et quand elle ne nous attaquera pas, on frappe pour qu'elle nous attaque. Parce que si elle ne nous attaque pas, on ira de plus en plus loin. Et par conséquent, on sera attaqué d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, restons chacun dans notre coin et terminons peut-être cette conférence qui, comme toutes les conférences, ne rime pas à grand-chose. Qui veut un moquis? Lui, c'est un grand musicien qui fut Éric de Marsan. toujours d'ailleurs mon musicien. Éric de Marsan, mais bien sûr, enchanté. Enchanté. Tout à fait. Je le situe totalement, oui. Je suis compositeur de musique et donc je fais partie de ce métier du cinéma et des artistes qui le composent. Et je ne pense pas qu'il faille faire les choses dans son coin. Tout ce qui a été réalisé, que ce soit dans les métiers d'art, enfin peut-être pas complètement dans les métiers d'art, mais en tout cas dans les métiers
politiques et sociaux, ça a toujours été avec des associations, avec des gens qui se liguent contre quelque chose. Et je pense que, moi par exemple, c'est tout nouveau. Mais jusqu'à maintenant, en effet, je travaillais dans mon coin et tous mes confrères, que ce soit tous ceux qui travaillent en France dans la musique de film et qui œuvrent beaucoup, on ne se voyait jamais. Et puis il y en a un qui un jour a essayé de nous rassembler. Et il est en train. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on va tout d'un coup être beaucoup plus fort vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis des chaînes. Et je pense que vous avez vraiment à faire quelque chose comme ça. Vous, les metteurs en scène, vis-à-vis des chaînes, vis-à-vis des budgets qu'on vous donne vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il faut vraiment vous battre parce qu'il faut que tout le monde se batte. Et pour l'instant, surtout avec le gouvernement que nous avons, la culture est en train de se casser la gueule. Et donc, si on ne bouge pas, tous, comme on est, eh ben, je crois qu'on va aller de plus en plus mal. J'ai émis l'idée qu'il fallait s'associer et s'allier pour faire passer un message culturel. Là, je parle surtout en France en ce moment. Lui, il dit, comme Jean-Pierre Mocky d'ailleurs, il dit qu'on ne peut y arriver que seul. Je ne suis pas d'accord, voilà, c'est tout. Je pense qu'en effet, en tant qu'artiste, on est toujours seul, c'est vrai. Mais plusieurs artistes ensemble, ça peut faire évoluer quelque chose plus vite. Voilà ce que je crois. Les budgets qu'on vous donne, que ce soit pour les metteurs en scène de films ou que ce soit pour les musiciens, les budgets sont ridicules. Et puis, si on ne fait rien en groupe, on va se heurter tout le temps à « Ah non, on n'a que ça à vous donner ». Et quand on vous donne un budget minable, on ne peut pas réaliser les choses qu'on a envie de réaliser. Or, l'artiste, surtout aujourd'hui, il n'a pas seulement besoin de crayons, de peinture, de couleurs et de toiles, il a besoin aussi de musiciens en ce qui concerne les compositeurs, il a besoin de studios, il a besoin de moyens techniques, et puis il a besoin de bouffer aussi. Et donc, si on ne lui donne pas tout ça, c'est difficile. Donc, moi, je comprends très bien Zulawski, je suis complètement d'accord avec lui sur le plan de la création pure. Oui, on ne peut créer que seul, à mon avis, c'est vrai. Mais après, pourquoi ne pas essayer de faire en sorte, en s'associant, en parlant de la même chose à plusieurs, pourquoi ne pas essayer de faire plier un peu les gens qui ne voient que le côté économique des choses et qui vous donnent de l'argent pour réaliser avec un lance-pierre, quoi, voilà. J'adore l'intervenant, Éric de Marsan, c'est un ami. Mais en admettant qu'ils se mettent avec d'autres musiciens, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un ils vont aller se présenter quelque part, puis parmi eux, il y aura un traître, il y aura un Judas, il dira « Prenez ma musique à moi », plutôt que celle de notre membre du syndicat. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir parce qu'on a chacun notre beefsteak à défendre et si on est dans un syndicat, comment voulez-vous qu'on se présente tous et qu'on nous prenne à chacun un film? C'est pas possible. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, malheureusement, c'est cette triste individualité qui nous amène, si vous voulez, à aller vous présenter nos projets. En plus, s'ils prennent à TF1 ou Antenne 2 un projet d'Andrew ou de M. Bucois ou de moi, ils n'en prendront pas 3. On ne pourra pas imposer un nombre de projets extraordinaires et sortant de l'ordinaire exactement à une chaîne de télévision. TF1 est une chaîne qui ne fait pas de films d'auteur en principe. Donc si un jour il y a quelqu'un qui arrive individuellement à en faire un film à TF1, un film d'auteur, ça sera formidable. On avait une idée de faire une émission avec Jean-Luc et moi à la télévision. Il n'a jamais été accepté par aucune chaîne, ni les chaînes privées, ni les chaînes nationales. Une conversation entre moi et Godard pendant 1 heure, si vous voulez, ça n'a pas trouvé de financement, alors que vous avez des financements sur des petites émissions de télé qui n'ont pas un grand intérêt, sinon informatif. Donc,
pourquoi Polanski touche 2,5 milliards? Roman, des dollars? Non, non, des anciens francs, mais quand même, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il manque à la tête des chaînes, à la tête des radios, à la tête des gens qui prennent quand même certains risques de faire des émissions différentes, un peu différentes. Alors aujourd'hui, on arrive sur la criminalité à l'émission d'Ouzlat qui est intéressante, Faites entrer l'accusé. Bon, ça c'est une bonne émission parce qu'elle reprend des procès, des choses comme ça. Mais dans notre domaine à nous, dans le cinéma, les émissions de cinéma ne sont pas terribles. Hein, je veux dire, elles sont vouées au commerce, on y défend des films commerciaux ou alors des films d'art et d'essai convenus. Donc finalement, il n'y a pas une place pour une émission qui dirait vraiment la vérité. La vérité étant, l'émission qu'on avait fait avec Godard, c'était pas de critiquer nos confrères, ce qui serait dégueulasse, ce ne serait pas déontologique, mais par contre de dire tiens ce film-là, mais c'est le film de Billy Wilder des années 50. C'est-à-dire de montrer que beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, n'ayant pas une inspiration nouvelle, comme on en avait quand le cinéma a commencé, finissent, si vous voulez, par refaire les films d'autres. Mais sans qu'on le dise. C'est-à-dire, brusquement, vous avez un film qui sort, on dit « Oh, c'est merveilleux !» Mais en réalité, c'est le remake d'un film de Stroheim ou de je sais pas qui. Donc ça, c'est pas juste. C'est-à-dire, il faut dire les influences qu'on a. Si vous voulez, il ne faut pas présenter comme étant à soi un film qui est totalement inspiré. Alors on arrive à des réalisateurs que je ne citerai pas qui carrément font du patchwork. C'est-à-dire ils vous foutent un peu de Rossellini, un peu d'Altman, un peu de machin. Alors finalement, après, le critique qui est débordé, qui généralement n'a plus la vocation de critique. La vocation de critique, c'est un métier, le critique. C'est pas un type qui barbouille un petit truc pour faire de l'esprit sur un type en disant « Bon oui, là c'est bâclé » ou je sais pas quoi. Et, hein? Ah bah oui, il y a plein d'interviews. Alors donc, je crois que dans les années, j'espère être encore vivant quand ça arrivera, mais qu'il y ait des directeurs de chaînes, et surtout de chaînes câblées, parce que les chaînes câblées ont plus de liberté que les grandes chaînes, qui fassent des émissions sur le cinéma, sur ce qui est vraiment le cinéma. Parce que le cinéma, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ressenti ni par le spectateur. Les jeunes, par exemple, on leur balance dans des ciné-clubs des films chiants comme la mort, et on leur donne du cinéma, si vous voulez, les goûts d'un instituteur ou d'un branleur quelconque qui va brusquement dire il faut aller voir tel film, un truc compliqué, Angelo Pulo, des machins comme ça. Et ça, c'est pas le cinéma. Donc, c'est Gatliff. Le cinéma, Gatliff est un être vivant, c'est un gitan, il a des couilles, il sait ce qu'il dit, il a un monde. Mais entre Gatliff et tous les connards qui font du cinéma, il y a une différence essentielle. Et ça, personne ne le dit, parce qu'on ne peut pas le dire, parce que ça risque de gêner les exploitations de films. Et les gens qui dirigent les cinémas d'art et d'essai, il faudrait les mettre à l'amende parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Ils promotionnent des films, ils occupent leurs écrans avec des conneries et ils ne poussent pas les films intéressants. Moi, là, mon point de vue, bon, ceci dit, je m'en sors quand même, moi. Donc il fait, mais il n'en fait qu'un. Ben, moi, je pourrais en faire 10, alors... Ouais, mais vous faites 10 fois plus que lui, mais en moins, c'est ça qui vous chagrine. Ouais. Ben oui, ça me chagrine. Non, on n'est pas des pirates. Le seul résultat qu'on pourrait obtenir, c'est de se constituer en mafia, avec des menaces de mort, etc. Là, ça aurait probablement un résultat. Mais est-ce qu'on est prêt à être des mafiosos et à utiliser des tortures, des menaces? Mocky a souvent employé le mot anard, a très souvent dit dans ses interviews qu'ils étaient anards. En tout cas, il continue à se présenter à moi comme un fief et anarchiste. Il y manquerait l'arrière-fond de lecture sur le sujet, une vraie connaissance du mouvement anarchiste, mais il reste totalement dans l'état d'esprit de flibustier 68 arts, désirant tout détruire pour tout réinventer, d'une façon peut-être un peu chaotique, mais d'une façon très sincère, et son ironie féroce est absolument là. Mocky ne peut pas faire autrement que de
pulvériser les institutions, les valeurs établies, les codes dominants dans tous les domaines. Mocky continue de croire, comme moi-même, que tous les politiciens sont des gangsters de tous les bords, qu'il est toujours anti-clérical primaire déchaîné. Eh, futur pape, tu la ramènes pas où je dis au monsieur ce que t'as voulu me faire. Serrault, d'ailleurs, souvent, il m'invite chez lui, il y a des prêtres, il y a beaucoup de prêtres chez lui quand on va manger chez lui. Et si vous voulez, les prêtres, c'est pas parce qu'il est croyant, c'est un catholique anarchiste aussi, un peu, parce qu'il est contre certaines choses de la religion, donc il est croyant, point. Il est croyant catholique, mais il n'est pas forcément cubéni, etc. C'est pour ça qu'il a accepté. Il a trouvé que le miraculé, c'était très moral, puisque finalement, le doigt de Dieu intervient à la fin du film en lui rendant la parole à lui, en paralysant le faux paralytique. Par conséquent, il y a une morale catholique là-dedans, c'est certain. Mais dans d'autres films, effectivement, les prêtres ne sont pas forcément... dans Le Glandeur, film peu connu, puisque je vous dis, il fait partie de ces films récents que j'ai fait. Dans Le Glandeur, il y a un prêtre qu'il rencontre à un enterrement, le personnage principal, pas Serrault, mais le personnage principal, et il y a l'enfant de chœur qui se plaint que ce prêtre est trop assidu. Alors, je sais, c'est une question bateau, mais c'est pulsion. Ah, j'en ai parlé à Dieu, tout est péché. Que tu baises les enfants du catéchisme, que tu te masturbes, t'es condamné. Comme il ne peut pas coucher avec des femmes, comme il ne peut pas non plus accepter de coucher avec des prêtres plus âgés que lui, comme les évêques et tout, il ne peut faire qu'une chose, c'est à toucher des enfants, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Alors, il y a cette scène qui est assez extraordinaire. Mais ta bite, tu peux pas la faire taire? C'est qu'elle hurle, la garce. Elle bouge en plein dans mon falzar. Les gens, n'est-ce pas, qui, contrairement au rabbin et au pasteur, n'est-ce pas, n'ont pas de... On considère qu'ils n'ont pas de désir. C'est quand même extraordinaire. Donc, en Italie, ils avaient fait un film qui s'appelait La femme du prêtre. Mais chaque prêtre a une femme. Alors donc, mais elle est plus ou moins connue, mais je veux dire, elle existe. Donc c'est une hypocrisie totale. C'est là où le côté anarchiste peut survenir. C'est toujours dans ces trucs-là. Mais il faut pas toucher aux gosses, enculez-vous entre vous. Il y a suffisamment de vicaires, de séminaristes, d'évêques, de cardinaux, c'est pas ça qui manque, mais pas les gosses. Dans ces films, il y a toujours quelques personnages positifs qui représentent une guillerette utopie. C'est ce qu'il espère au fond de lui-même, le changer la vie de Rimbaud, le transformons le monde de Marx, sont bien ancrés en lui, même si c'est d'une façon extrêmement tumultueuse, c'est avant tout à fait viscéral. Et il a un art de décortiquer toute l'actualité avec une ironie totalement cruelle. On ne la lui fait pas sur rien du tout. Les grands numéros de générosité en paumeur, on ne lui fait pas, mais il a une réelle sympathie, Mocky, pour les vrais révoltés comme le sous-commandant Marcos, les Zapatistes, ou comme José Bové, et il a toujours soutenu nos entartements loufoques. C'est ça, parce que l'anarchiste, bien sûr que je suis anarchiste par rapport à toutes les conneries que je vois, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas aller foutre une bombe sous le fauteuil du président de la République ou même du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur point de vue, mais je ne vais pas aller leur... Mais par contre, j'aime bien dénoncer des trucs, par exemple dans Vidange, qui est un film que j'aime beaucoup, on montre les difficultés d'un juge d'instruction. Et c'est vrai que les juges d'instruction aujourd'hui ont des gros problèmes parce qu'on les menace de mort. Et Eva Joly, qui fut une des grandes juges d'instruction, je pense qu'elle va prendre sa retraite, a écrit un livre d'ailleurs, mais comme j'ai raconté sa vie, en fait, dans Vidange, et Marianne Bassler, encore une Belge, je crois, qui a tourné le rôle principal du film, elle était formidable,
Eh bien, dans Vidange, où elle joue un rôle de juge d'instruction, on a raconté un peu la jeunesse d'Eva Joly, qui était une juge d'instruction assez violente. Et on ne dira jamais assez qu'en France, il y a 70% de juges d'instruction qui sont des femmes, ce que peu de gens savent. Et c'est pour ça que j'ai choisi une femme dans ce film au lieu de jouer le rôle, moi, du juge d'instruction. C'est elle qui l'a fait. Et c'est vrai que cette dame, quand elle est allée voir mon film, Eva Joly, elle était accompagnée de 2 gardes du corps. Quand elle s'est assise dans la salle, il y avait de chaque côté un garde du corps. Ce qui prouve que leur métier est très dangereux. Et je ne veux pas parler de ce qui se passe en Belgique avec cette fameuse affaire dont on a parlé plusieurs fois, qui ferait un film d'ailleurs, et on se demande ce qui se passe là-bas. Donc, si j'étais belge, je serais en train de ruer dans les brancards avec cette histoire-là. Comme ça, si je ne suis pas belge, on va me dire, occupez-vous de ce qui se passe en France. Il se passe suffisamment de trucs. Oui, moi je crois qu'il faut, nous autres qui avons un certain âge, que nous nous armons et que nous prenons des bazookas et que nous attaquons TF1. Est-ce que les flics vont taper sur les papis? Moi je sais pas. Est-ce qu'ils vont taper sur les vieux aussi, quand même? Oui, non, mais je dis, ils vont les massacrer. Non, mais on n'a rien à perdre là. On a à perdre la vie. Non, mais bon, là, au lieu de mourir médiocrement maudit, attaquons un dernier sursaut, Jean-Pierre. Attaquons tout ça au bazooka et allons-y, quoi. Et allons-y, et prenons le TF1, prenons Antenne 2, et on dit, on occupe, et on va faire venir tous les cinglés pour montrer des images réelles aux gens, au pays entier, quoi. Armons-nous et attaquons. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ils ont fait ça à Madagascar, il y a eu 61 morts. Bon, j'étais pas au courant. Donc voilà, bonjour monsieur, il s'appelle pas Hugues, bonjour. Pierre-Antoine qui va un peu encadrer l'équipe. C'était par rapport justement à la proposition pour oui, non, demain parce matin. que comme j'étais avec un charmant monsieur qui est chauffeur bénévole, donc je dit que pour pas vous faire de frais, j'avais dit je peux rentrer ce soir, moi, si ça ne me dérange pas de partir après à 10h ou 11h, je sais pas. Enfin, si vous avez un truc demain, moi je veux bien rester là jusqu'à demain, mais à quelle heure ça se passe? Parce que c'est en matinée, ce serait à 10h30, ça dure une petite heure, donc après on peut prévoir la voiture. Vers 2h. Pardon, à 2h. Après le déjeuner? Ben oui, je ne vais pas partir à l'heure du repas, pour le chauffeur surtout, parce que lui, il faut qu'il mange. Non, mais il n'y a pas de problème pour organiser ça. Alors. On part à 2h alors. Très bien, mais je confirme ça. Je vous remercie en tout cas. Je vous en prie, mon cher. Un très bon séjour. Merci, oui, je vais déjà séjourner à cette table, je ne sais pas. Continuer à faire des films, c'est un petit peu comme continuer à jouer au bridge. Si vous voulez, pour moi, c'est un passe-temps dont on ne peut plus se passer. C'est une forme de cocaïne qui fait que quand vous pouvez pas vous arrêter, pouvez vous arrêter de faire un effort physique, un peu sportif, il s'arrête parce qu'il peut plus courir. Un type qui fait le Tour de France, il peut pas, au Tour de Belgique, il peut pas continuer à courir au-delà d'un certain âge parce qu'il a plus le souffle. Mais nous, ça ne nécessite pas de souffle, notre travail. Ça nécessite simplement de ne pas devenir gâteux et même un type dans une voiture de paralytique peut continuer à faire de la mise en scène, même un borgne. Et M. Ford ou M. Walsh l'ont prouvé. Hein, ils étaient borgnes, ils ont continué à travailler. Donc, je veux dire, le fait d'être handicapé, de quelque sorte que ce soit, tant qu'on voit au moins d'un œil et qu'on peut arriver sur un tournage à pied, en voiture, on peut continuer. Donc, il n'y a rien qui vous bloque pour ne pas continuer. Alors, ça ne peut être que sur une déception ou parce que vous êtes obligé d'arrêter parce que personne ne veut plus de vous. Alors là, c'est une façon d'arrêter aussi. Et il y a beaucoup qui ont fait ça. Beaucoup sont arrivés à mon âge et n'ont pas pu continuer. Mais moi, on me demande plus. Aujourd'hui, à la limite, on me demanderait plus de choses qu'on m'a demandé il y a 20 ans. Alors, à nous de jouer, à l'attaque, quoi. Oui. D'autres interventions. Donc Stéphane a tout filmé, on va voir les rushs. Vous allez rire durant 1h30. Ah bien. Il n'y avait pas un moment qui n'était pas comique, tellement les invités sur cette tribune étaient sur des planètes absolument différentes. Yann, mon petit, Jean-François Davy et Judaski, il n'y avait aucune passerelle entre eux. Ce qui fait que tous les quatre, dans le monologue extrémiste, passionné,
délirant, sans que ça se recoupe. Le résultat était, et le public était totalement amorphe, assez stupide. C'était hallucinant. J'ai rarement tant ri en débat. Voilà,